3 Paris Île-de-France. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce 12-13 dans l'actualité de votre région. Son courage a été récompensé. Mamadou Gassama va être naturalisé français. Il était reçu ce matin par le président. Ce sans-papier malien n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver un enfant suspendu dans le vide dans le 18e arrondissement. Casser les idées reçues sur l'apprentissage, journée spéciale sur les antennes de France 3 Région, découverte des différentes filières et des avantages de ces formations. Nous verrons qu'elles ne concernent pas seulement les métiers manuels. Et puis, Paris, la ville préférée des couche-tard. Parmi les lieux mythiques de la nuit, le cabaret Michou et ses artistes transformistes. Notre série de la semaine vous fait découvrir la capitale à la nuit tombée. C'est la belle histoire de cette matinée, le sans-papier malien devenu un héros après avoir sauvé un enfant. Il va être naturalisé français, il était reçu à l'Élysée. Le président lui a aussi proposé d'intégrer les sapeurs-pompiers de Paris. Pas très étonnant quand on voit sa condition physique. Aude Blaché, Mustapha Tafnil et Denis Tanchereau. Alors racontez-moi d'abord comment ça s'est passé. Mamadou Gassama, reçu ce matin dans les salons de l'Élysée en tête-à-tête avec le président de la République. Une rencontre qui était inimaginable pour ce jeune Malien sans papier, arrivé en France en septembre dernier. Grâce à son acte héroïque, il vient d'obtenir la promesse d'être naturalisé. Donc directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru, il est traversé la route pour aller le sauver. Et Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Samedi soir, le jeune homme de 22 ans n'a pas hésité à escalader la façade d'un immeuble du 18e arrondissement pour sauver un enfant qui était accroché à une balustrade. Une scène spectaculaire filmée par des passants interloqués et vue plus de 4 millions de fois sur les réseaux sociaux. C'était choquant, il y avait du monde partout, ils ont applaudi. Mais grimper, franchement, il a du courage, hein, ce monsieur-là. Grimper comme il a fait en prenant l'enfant à la fin et le mettre chez le voisin d'à côté, parce qu'apparemment, il était enfermé chez lui tout seul. Un acte de bravoure salué par l'ensemble de la classe politique. Le jeune homme, qui vit dans un foyer, devrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. L'enfant qui avait été laissé seul chez lui a été placé dans une structure d'accueil. Une histoire qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, mais les politiques ont aussi commenté le courage de cet homme. Toutes les réactions sur notre site internet idf.france3.fr. La piste criminelle privilégiée après l'incendie d'un gymnase à Bezons. L'équipement sportif a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche dans un quartier résidentiel. Pas de blessés, mais une grosse frayeur pour les habitants. Séverine Larouille et Olivier Badin. L'alerte a été donnée par une voisine de 88 ans. Le gymnase qui est derrière moi est entièrement détruit par les flammes. L'incendie s'est déclenché dans la nuit de samedi à dimanche. Cela s'est passé vers 2h du matin. Les pompiers sont intervenus. Ils ont évité que les flammes ne se propagent aux habitations environnantes. Mais sous l'effet de la chaleur, les vitres de certains appartements ont explosé. Il n'y a pas de blessés. Une enquête judiciaire a été ouverte. Selon les premières constatations, des bidons d'essence ont été retrouvés à proximité de ce gymnase. La police s'oriente donc vers une piste criminelle, d'autant que quelques heures avant l'incendie, des policiers de la brigade criminelle sont intervenus près de ce gymnase alors qu'une trentaine de jeunes étaient sur place et que l'alarme avait été déclenchée. Les expertises des assurances vont être longues. Cet incendie pourrait donc priver les collégiens de ce quartier de gymnase pendant plusieurs mois. En bref, garde à vue prolongée pour 7 personnes interpellées samedi lors de la manifestation contre la politique d'Emmanuel Macron. Certains avaient été arrêtés avant même que le cortège démarre. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre des dégradations ou des violences. 7 policiers ont été légèrement blessés lors de la marée populaire. La grève à la SNCF, acte 12, un trafic moins perturbé aujourd'hui, mais les transports restent des difficultés tout de même dans les transports franciliens. La ligne R est la plus touchée avec un train sur 3. Sur le RER B, C et E, comptez un train sur 2.
Tout savoir sur l'apprentissage au moment où beaucoup de lycéens doivent choisir leur orientation. Les antennes régionales de France 3 et France Bleu y consacrent une journée spéciale avec plusieurs dossiers tout au long de cette journée. L'occasion de faire le point sur cette filière qui souffre encore d'une mauvaise image. Vous l'ignorez peut-être, mais l'alternance ne concerne pas seulement les métiers manuels. Denis Tanchereau et Lemana Kolimatoke. Cet après-midi, j'ai cours de système informatique et robotique. Margot est en 5e année d'informatique. En septembre, elle obtiendra son diplôme d'ingénieur. À 23 ans, son parcours est un véritable sans faute. Du coup, au niveau SPARQL, tu avais trouvé les bases de données pour répondre à la requête. Mais Margot est aussi apprentie. Elle passe la moitié de son temps en entreprise. Une formation en alternance qui séduit sur le marché du travail. Après avoir mis son CV en ligne, les recruteurs se bousculent déjà. J'ai notifié que j'étais apprentie et on n'a plus qu'à attendre que les entreprises nous envoient des offres, nous proposent de passer des entretiens. C'est vraiment, la recherche est simple, on est très demandé sur le marché. Ça fait rêver ça. Oui, ça fait rêver et puis c'est un certain confort pour nous aussi. Loin des clichés sur l'apprentissage manuel, Margot, elle, chausse les talons hauts. Elle travaille tous les 15 jours dans cette grande entreprise informatique. Ça fait déjà 1 an et je me sens plutôt bien. J'ai réussi à m'intégrer dans l'équipe. Elle a signé un contrat d'apprentissage et gagne 1 400 € par mois, avec pour objectif intégrer l'entreprise. J'ai choisi notamment en passant par l'apprentissage d'avoir cette facilité d'avoir potentiellement une offre d'embauche en CDI directement à la suite de mes études. De ne pas devoir passer par toutes les étapes de recherche d'un emploi qui sont parfois très stressantes. Elle se débrouille très bien, elle est bien évaluée, c'est un métier qui lui plaît. Donc nous, très naturellement, comme on le fait avec beaucoup d'alternants qui nous rejoignent chaque année, on lui propose un contrat de travail. Et donc si elle l'accepte, elle intégrera nos équipes en CDI. 400 apprentis travaillent ici. Encore étudiants, ils sont déjà dans le moule de l'entreprise, formés et prêts à être embauchés. Il n'y a pas le stress de la période d'essai quelque part. Et puis pour l'entreprise, c'est formidable puisque le collaborateur, il est connu, on sait ce qu'il fait et on a déjà travaillé 1 an, 2 ans, certains 3 ans avec. En septembre, Margot va signer un CDI, environ 2 400 € net par mois. Un peu plus qu'un ingénieur qui n'est pas passé par l'apprentissage. Et on continuera à parler de l'apprentissage dans le 19-20. Marlène Blin recevra ce soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Dans les coulisses du tournoi de Roland-Garros, un événement qui inspire aussi les artistes. On va s'intéresser à présent à ceux qui croquent les artistes. Bernard Chénès, bonjour. Bonjour. Vous avez été dessinateur de presse pendant plus de 40 ans. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, dans un autre genre, rencontre avec Joël Blanc, un peintre parisien qui ne rate jamais un tournoi, Jean-Philippe Lemaire et Johan Dorion. Dans ce restaurant situé porte d'Auteuil, les clients ont un avant-goût de Roland-Garros avec cette exposition d'aquarelles signée Joël Blanc. Depuis une trentaine d'années, l'artiste peint des instants de différentes compétitions sportives, en l'occurrence ici, le tennis. J'ai voyagé à travers le monde entier et j'ai acquis cette technique de peindre les gens, la vie. Et il n'y a pas plus belle métaphore que la vie, que le sport. Joël peint au plus près de l'événement. Direction Roland-Garros, son matériel en bandoulière. Arrivé dans les gradins, l'œil du peintre fait son œuvre. Mais mon pinceau travaille en même temps avec la force de la raquette du joueur, qui déploie une énergie. Et c'est cette magie qui se transmet au public aussi. Là, c'est très délicat parce qu'ils se ressemblent vraiment tous les deux. Ils ont un peu la même corpulence, la même allure, ils sont tous les deux en blanc, ce qui pour moi est difficile parce que je ne peins pas le blanc, donc je suis obligé de peindre ce qu'il y a autour pour le dessiner. J'ai vu que les revers à demain étaient de mise, donc c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. C'est le moment de la signature, l'occasion d'un échange avec des spectateurs qui ont suivi la réalisation de la toile. La vitesse que ça s'est créé, c'est impressionnant. On sent une passion, on sent de l'amour et on a envie de se jeter dans son dessin et on se sent présent dessus. C'est magnifique votre œuvre. J'ai l'impression d'inscrire quelque chose, parce qu'après tout, il n'y a pas non plus que la photographie, que la télévision, que l'image qui bouge. On peut aussi, c'est un autre regard, c'est autre chose. Il faut que l'art reste dans le sport. D'autres regards, Joël Blanc va donc en poser tout au long du tournoi de Roland-Garros. Par la peinture, il va figer les actions éphémères.
Un autre regard, c'était aussi votre mission, Bernard Chaynez. Vous avez notamment travaillé pour l'équipe ou encore France Télévisions. Pour commencer, j'ai envie de vous demander vos plus beaux souvenirs à Roland-Garros. Le premier, c'était 1989 et Chang, victoire de Chang. Il faut revoir ce petit bonhomme, 17 ans, battant Lendl en quart de finale. Avec un service avec à la fin. Le fameux service à la cuillère qui est rentré dans la légende. Et pour quelqu'un qui démarre des dessins Roland-Garros, on ne pouvait pas imaginer mieux. Et chose amusante, Arantxa Sánchez gagne le tournoi féminin et elle aussi, elle a 17 ans. Donc c'était vraiment là une chance extraordinaire d'assister à ce premier tournoi. Alors on voit vos dessins qui défilent. Vous pouvez nous les commenter justement, celui sur Chang? Oui, pourquoi? Parce que le lundi 5 juin, en même temps qu'il y a ce match, il y a les massacres de la place Tiananmen. Et bien sûr, Chang est américain, mais physiquement, c'est un petit Chinois. Et puis Lendl avait une prestance très aristocratique, comme ça, c'était un grand type et tout. Donc, il y a un regard politique, évidemment. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait du dessin politique avant de faire du dessin de sport. Et j'ai toujours gardé cette dimension politique et dessin de sport. Le geste sportif m'intéresse, mais il m'intéresse aussi quand il est lié à l'actualité générale. Alors, est-ce qu'il y a eu des sportifs que vous avez aimé particulièrement croquer? À Roland-Garros, j'ai eu la chance pendant ces 24 ans, je crois que j'ai dessiné Roland-Garros, de voir c'était une époque formidable. Boris Becker, évidemment Nadal, évidemment Federer, bien sûr. Vous dites Djokovic. que vous le comparez à un danseur, Federer. Ah oui, complètement. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir la puissance, la force et la volonté d'un Nadal et l'espèce de délicatesse et de légèreté qu'a Federer. Quand vous voyez jouer Federer, il vous donne l'impression, vous dites, mais je dois pouvoir le faire, quoi. Je veux dire, son geste est tellement beau et tellement léger que vous ne sentez pas la puissance. Arantxa Sánchez était une personnalité assez amusante. Évidemment, Martina Navratilova, que j'ai vue. Monica Seles, qui était une espèce de petite souris absolument extraordinaire. Qui criait très fort. Oui, ça a été la première à crier très fort comme ça. Puis il ne faut pas oublier Marie Pierce. Et oui, il y en a beaucoup. Merci infiniment, Bernard Chaynez, d'être venu nous parler de vos souvenirs. Malheureusement, on n'a plus de temps, mais vous reviendrez peut-être pour nous parler d'autres souvenirs. Lionel Chalmoulot, qui termine son dernier Roland-Garros. Eh bien, on lui dit... bonne chance. On va parler d'un lieu mythique que vous connaissez sûrement, le cabaret Chez Michou à Montmartre. Les artistes transformistes s'y produisent depuis 60 ans. C'est le premier épisode de notre série consacrée à la nuit parisienne. Yannick Le Gall. Je vous demande de faire rénovation, c'est Michou! Le prince bleu de Montmartre, acclamé par le public. À bientôt 87 printemps, Michou monte sur scène tous les soirs pour saluer les spectateurs avant chaque début de spectacle. Eh bien, moi, je regarde tout simplement, d'être près de nous ce soir. Merci. Samedi soir, la salle est pleine à craquer. Pendant le repas, les yeux sont rivés sur la scène. Vanessa Paradis, Nolwenn Leroy, ou encore Sylvie Vartan, les transformistes sont bluffants de vérité. C'était vraiment surprenant de réalisme. Ces maquillages qui étaient vraiment parfaits. Donc c'est vraiment une soirée vraiment magique. Oscar est artiste au cabaret depuis 12 ans. Oui, tous les soirs, une bonne demi-heure de maquillage pour se mettre doucement dans la peau du personnage que je vais faire, enfin qu'on va faire. À chaque représentation, il incarne plusieurs stars de la chanson sur scène. Devenu transformiste après un pari entre copains, Oscar savoure de jouer chez Michou. La salle est particulière. Moi, la première fois où je suis venu sur scène ici, le cœur battait, quoi. C'est vrai qu'être sur cette scène, c'est la scène du cabaret Michou, quoi. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. C'est quand même
6 jours sur 7 en général, et ça demande quand même pas mal d'investissement, une rigueur. Il faut être bon tous les soirs, il faut être au niveau tous les soirs. C'est le même principe que tous les cabarets et le théâtre. Il faut être au taquet tous les soirs. Espèce de voyeur, t'es un voyeur, toi, non? T'aimes bien mater les femmes, toi, non? Les belles blondes comme moi. Ça t'excite comme ça, c'est bien comme ça, non? Comme ça, tu aimes ça, non? Salopio, c'est dingue quand même, non? C'est la première fois, ça fait longtemps que vous voulez venir, mais c'est vraiment super. On reviendra, ça c'est certain. Authenticité, ne pas se prendre au sérieux et faire rire. Depuis la création du cabaret dans les années 60, la recette du succès est toujours la même. Quitte à surprendre, le maître des lieux. Je n'attendais pas que cette maison serait devenue une institution. Dans un décor resté dans son jus, entouré par des centaines de photos, Michou entend rester à la barre du navire pendant encore de longues et belles années. Image signée François Dérault. Une idée pour sauvegarder les vieilles pierres, le loto patrimoine, et parmi les projets retenus dans la région, la villa Viardot à Bougival. Jean-Philippe Lemaire. C'est une des plus anciennes maisons de Bougival. Elle a été achetée en 1874 par l'écrivain russe Ivan Tourgueniev pour la cantatrice Pauline Viardot. Aujourd'hui, le pavillon commence à tomber en ruine. Ici, le plus gros du travail dans l'immédiat serait de restaurer toutes ces peintures et tous ces plâtres qui tombent à cause de l'humidité et du non-entretien. La rénovation totale de la villa est estimée à 3 millions d'euros. Pour ces travaux, la maison pourra bénéficier de l'argent récolté par le loto du patrimoine et un jeu de grattage. Une initiative créée par Stéphane Bern, celle-ci est plutôt bien accueillie. On n'a pas assez d'argent pour tout faire, donc il faut bien le trouver à la source, et la source c'est nous. Et nous aussi, on doit participer au fait de sauver le patrimoine de la France. C'est la vocation de l'État de payer. Mais c'est tellement d'argent pour sauver tout ce patrimoine que l'État ne peut pas répondre à tout. Vous avez vu que les dotations publiques ont baissé pour les collectivités locales. Les propriétaires privés eux-mêmes n'ont plus d'argent. Donc il faut trouver d'autres solutions. La Villa Viardot fait partie des 18 projets retenus. C'est le seul de la région Île-de-France. L'information continue. Très bel après-midi à tous.